Chapitre 1. L'homme derrière le masque. Robert Rob Sullivan avait bâti sa vie comme une forteresse, méthodique, impénétrable et conçue pour résister à toutes les tempêtes. À 52 ans, il imposait le respect dans chaque pièce où il entrait. Son empire du bâtiment, Sullivan & Associates, était passé d'un simple camion et de ses mains calleuses à une entreprise de plusieurs millions de dollars s'étendant sur 3 États. Mais la véritable force de Rob ne résidait pas dans les bâtiments qu'il construisait. Elle résidait dans sa capacité à lire les gens, à voir leurs faiblesses et à se souvenir de chaque affront. Ayant grandi à South Boston, Rob apprit très tôt que le monde ne lui devait rien. Son père, docker qui buvait son salaire, le lui avait appris à coups de poing. Sa mère, Dieu et son âme, lui avaient montré que la loyauté se gagnait par les actes, pas par les paroles. Lorsqu'elle mourut d'un cancer, refusant la charité de quiconque, Rob avait 16 ans et avait déjà appris à ne compter que sur lui-même. Cette philosophie lui avait été bien utile en affaires. Il savait repérer un menteur sur un chantier depuis l'époque où un entrepreneur lésinait sur les moyens et savait exactement quand faire pression pour obtenir ce qu'il voulait. Ses employés le craignaient et le respectaient autant. Ils le surnommaient le général dans son dos, non pas parce qu'il était militaire, mais parce qu'il régnait sur son territoire avec une autorité absolue. 23 ans plus tôt, il avait rencontré Carol lors d'un barbecue d'entreprise. Elle avait 25 ans, travaillait comme secrétaire pour l'un de ses sous-traitants, ses cheveux auburn qui reflétaient le soleil et son rire qui lui faisait oublier sa méfiance habituelle. Elle était différente des chercheuses d'or qui entouraient habituellement des hommes prospères comme lui. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Elle venait d'une famille de la classe moyenne du New Hampshire, avait un diplôme universitaire qu'elle n'utilisait pas et semblait sincèrement impressionnée par son ambition plutôt que par son compte en banque. Leur cours était une danse prudente. Rob testait sa loyauté par de petits détails, arrivant en retard à des rendez-vous pour voir si elle attendrait, la présentant à ses amis plus brutaux pour voir si elle le jugerait, et même feignant des problèmes financiers au début de leur relation. Carol a passé tous les tests avec brio. Elle a attendu. Elle a accepté. Elle est restée. Lorsqu'il l'a finalement demandé en mariage sur une plage du Maine, il a cru avoir trouvé l'âme sœur. Carol lui avait donné 2 enfants, David, aujourd'hui âgé de 21 ans et finissant sa dernière année au Boston College, et Emma, 19 ans, étudiante en pré-droit à Northeastern. Tous deux avaient hérité de l'esprit vif de Rob et de la grâce sociale de Carol. David devait rejoindre l'entreprise familiale après son diplôme, tandis qu'Emma prévoyait de devenir l'avocate de la famille, protégeant ainsi les intérêts des Sullivan de la justice. Rob avait bien subvenu aux besoins de sa famille. Leur maison coloniale de Wellesley était située sur un terrain impeccable de 800 000 m². Carol conduisait une BMW, portait des vêtements de marque et n'avait jamais manqué de rien. Elle avait arrêté de travailler après la naissance de David, affirmant vouloir se concentrer sur sa maternité, même si Rob se demandait parfois si elle ne s'était pas simplement habituée au style de vie que lui offrait sa réussite. La seule ombre au tableau, par ailleurs parfaite, de Rob était sa relation avec son frère aîné, Tommy. Tommy, de 2 ans son aîné, avait suivi le chemin de leur père, buvant, jouant et trouvant des excuses. Lorsque Rob a lancé son entreprise, Tommy avait quémandé un emploi, promettant de se racheter. Contre toute attente, Rob lui avait donné chance sur chance, le promouvant au poste de contremaître malgré son manque de fiabilité. Les dettes de jeu et les beuveries de Tommy avaient coûté de l'argent et de la réputation à l'entreprise. Mais le sang était le sang. Rob l'avait couvert, tiré d'affaire et l'avait gardé à son emploi par loyauté familiale mal placée. Ce mardi matin de mars avait commencé comme tous les autres. Rob examinait les plans d'un nouveau centre commercial lorsque la douleur l'a frappé. Un poids écrasant dans sa poitrine l'a fait tomber à genoux. Son assistante, Maria, l'a trouvé agrippé à son bureau, le visage gris de douleur. Appelez les secours. Il a halté et tout est devenu noir. Chapitre 2. Révélation dans la chambre 314. Rob s'est réveillé avec l'odeur stérile du désinfectant et le bip continu des moniteurs. L'aile cardiaque du Massachusetts General Hospital était plus calme qu'il ne l'avait imaginé, avec des murs vert pâle et une vue sur la Charles River qui aurait pu être paisible en d'autres circonstances. Le médecin, une femme sérieuse nommée Dr Patricia, lui expliqua qu'il avait subi une grave crise cardiaque. Les dommages étaient importants, mais pas mortels. Il survivrait, mais sa vie aurait besoin d'être modifiée. Vous avez de la chance, monsieur Sullivan, dit-elle en ajustant son traitement. Votre assistante a appelé l'ambulance rapidement, et nous vous avons opéré assez vite pour éviter des dommages permanents. Mais c'est un avertissement que vous ne pouvez pas ignorer.
Votre mode de vie, votre niveau de stress, tout doit changer. Rob hocha la tête, mais ses pensées s'emballaient déjà. Qui dirigerait l'entreprise pendant sa convalescence? Quel impact cela aurait-il sur le projet Morrison? Carol devrait comprendre qu'il devrait se retirer de certaines responsabilités, peut-être laisser David prendre plus de travail plus tôt que prévu. Lorsque Carol lui rendit visite ce premier soir, Rob fut surpris par son apparence. Elle portait une nouvelle robe qu'il n'avait jamais vue, un numéro rouge qui semblait inapproprié pour une visite à l'hôpital. Son maquillage était parfait, ses cheveux fraîchement coiffés. On aurait dit qu'elle était habillée pour un rendez-vous plutôt que pour rendre visite à son mari qui avait frôlé la mort. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle, mais son attention semblait partagée. Elle n'arrêtait pas de consulter son téléphone, de jeter des coups d'œil à la porte, de tripoter son sac à main. « Je suis en vie » dit Rob. « Le médecin dit que je vais devoir me reposer un peu. On devrait peut-être parler de l'arrivée de David dans le métier plus tôt. » « Oh, ça me rappelle. » Carol l'interrompit. « Demain, c'est ma fête d'anniversaire. Je sais que tu es là, mais le médecin a dit que tu pourrais peut-être obtenir une permission pour la journée. Ce serait tellement important de t'avoir là. » Rob la fixa du regard. « Carol, je viens de faire une crise cardiaque. J'ai failli mourir il y a 12 heures. » Son expression se durcit comme il ne l'avait jamais vue. « Si tu ne viens pas, je demande le divorce. » Ces mots le frappèrent plus fort que la crise cardiaque. « Donner. J'avais besoin d'argent, Rob. Pas pour le jeu. Je n'ai pas placé de lit depuis 2 ans pour Lisa. » Rob fronça les sourcils. Lisa était l'ex-femme de Tommy qu'il a divorcé 5 ans plus tôt après une trop grande querelle. Et Lisa? Elle est malade. Cancer, la même mère gentille avait. Elle n'a pas d'assurance et les traitements. La voix de Tommy s'est cassée. Derek m'a offert 50 000 paiements mensuels à l'avance plus pour l'avoir tenu informé de Sullivan et d'associés. Rob a ressenti un scintillement de sympathie, puis l'a écrasé. Alors tu as décidé de détruire tout ce que j'ai construit pour payer pour les factures médicales de votre ex-femme. Il n'était pas censé détruire quoi que ce soit. Derrick a dit qu'il voulait juste être compétitif pour niveler les règles du jeu. Mais ça ne s'est pas arrêté là, n'est-ce pas? Tommy secoua misérablement la tête. Après quelques mois, il en voulait plus. Il a dit que l'intelligence passive ne suffisait pas pour qu'il ait besoin de moi pour créer des opportunités pour le développement de Morrison. Vous avez donc commencé à saboter nos projets. De petites choses au début, des livraisons retardées, des problèmes de permis mineurs, rien qui ne pouvait pas être corrigé. Mais alors Derek est devenu gourmand. Il voulait des problèmes plus importants, des retards plus graves. Rob sortit une chaise et s'assit en face de son frère. Parlez-moi du projet Arbor. Ce problème électrique qui nous a coûté le contrat. Je l'ai causé. Je savais que l'inspecteur allait arriver. Savais qu'il trouverait des violations de code s'il regardait aux bons endroits. Je me suis assuré qu'il regardait et le projet Riverside. J'ai parlé à Derek des problèmes environnementaux avant de soumettre notre offre. Morrison Développement a pu les prendre en compte dans leurs propositions pendant que nous sommes aveugles. Rob était silencieux pendant un moment, additionnant le dommage. Combien votre coopération a-t-elle coûté mon entreprise? Peut-être 2 millions de contrats perdus. Mais Rob, je jure que je ne connaissais pas Carol. Je ne savais pas que Derrick prévoyait que Tommy levait brusquement. Quoi? Vous connaissiez Carol et Derek? Vous saviez qu'ils planifiaient ma mort? Je n'ai jamais. Rob a joué un autre enregistrement. Celui-ci de 3 semaines plus tôt. La voix de Tommy discutait de la santé de Rob, spéculant sur ce qu'une autre crise cardiaque pourrait lui faire, se demandant à haute voix si le stress des problèmes commerciaux pourrait être trop. Tu me préparais, Tommy. Vous et Derek et Carol, vous travaillez tous ensemble pour me détruire. Le visage de Tommy se froissait. Rob, je jure que je ne savais pas qu'il prévoyait de te blesser. Je pensais que Carol avait juste une liaison. Je pensais que Derek essayait juste de reprendre l'entreprise. Vous avez mal pensé. Rob se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant la rue où ils avaient grandi. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit lorsque je vous ai donné votre premier emploi? Quand je t'ai sorti de cette bar où vous buvez à mort, vous avez dit que la famille était tout. J'ai dit que la famille était la seule chose sur laquelle vous pouviez compter dans ce monde. J'ai dit que peu importe ce qui s'était passé, nous aurions toujours le dos de l'autre. Tommy pleurait maintenant,
des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Rob, je suis désolé. Je sais que je m'ai, mais tu ne l'as pas fait, Tommy. Vous avez fait un choix. Chaque fois que Derrick vous demandait des informations, chaque fois que vous sabotez un de nos projets, chaque fois que vous mentiez sur mon visage sur ce qui se passait, vous avez fait un choix. Rob se retourna pour faire face à son frère. Et maintenant j'en fais un. Que allez-vous faire? Je vais te détruire de la même manière que tu as essayé de me détruire. Rob a sorti son téléphone et a appelé le détective Kowalski. Ray, c'est Rob. Vous pouvez venir maintenant. Les yeux de Tommy s'écarquillèrent en réalisant ce qui se passait. Rob, s'il vous plaît. Pensiez-vous vraiment que j'allais laisser cette diapositive? Pensiez-vous cela parce que nous partageons le sang, parce que maman nous aimait tous les deux, que je pardonne et oublierai? La porte de l'appartement s'ouvrit et Ray Kowalski est entré avec 2 officiers en uniforme. Thomas Sullivan rit a déclaré, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, un sabotage industriel et un complot pour commettre un meurtre. Alors que les policiers menottaient Tommy, il regarda Rob avec des yeux désespérés. Elisa? Si je vais en prison, qui va payer ces traitements? Rob sentit que les calculs froids familiers se calmeront sur lui. Tableau, il a remarqué une pile de photos. Cet après-midi, Rob a rencontré David et Emma dans son bureau du centre-ville. Un bâtiment que Rob avait construit 15 ans plus tôt avec des fenêtres de piqûre de sol donnant sur le port de Boston. L'espace a été conçu pour impressionner les clients et intimider les concurrents. Tout en bois sombre et en marbre poli et en archère. J'ai quelque chose à vous dire les deux, a déclaré Rob, s'installant derrière son bureau. Il s'agit de l'oncle Tommy. Il a tout expliqué. La trahison de Tommy, sa coopération avec Derek Morrison, son rôle dans la sabotage de l'entreprise. David et Emma ont écouté dans un silence stupéfait, leur visage grandissant plus pâle à chaque révélation. L'oncle Tommy travaillait contre nous tout ce temps, a demandé Emma. Depuis plus d'1 an, chaque problème que nous avons eu, chaque revers, il était derrière. David se pencha sur sa chaise, regardant sa paix. Je ne peux pas croire cela. Première maman, maintenant Tommy. Qui d'autre est allongé à nous-mêmes? Calme pendant un instant, ce qui concerne son ex-femme? À cause de Tommy, parce que c'est la bonne chose à faire. David hocha la tête avec approbation. Et l'entreprise? Avec maman et l'oncle Tommy, quelle est notre situation? Rob a sorti un dossier de fichiers épais avec des documents financiers. Mieux que ce à quoi je m'attendais. La société de Derek Morrison s'effondre. J'achète ces contrats aux enchères en faillite la semaine prochaine. L'argent de l'assurance de la fraude de Carol couvrira plus que les dommages causés par Tommy. Et avec notre concurrence éliminée, nous examinons l'année la plus rentable de l'histoire de l'entreprise. Donc, nous avons gagné. Emma a dit, nous avons survécu. Rob corrigeait. Gagner aurait été si rien de tout cela ne s'était produit en premier lieu. Ce soir-là, Rob s'est rendu à la correction du comté de Norfolk pour voir Carol. Il n'avait pas prévu de lui rendre visite, mais il y avait des choses qui devaient être dites, fermetures qui devaient être trouvées. La salle de visite était un espace stérile rempli de chaises en plastique et de distributeurs automatiques, surveillé par des gardes qui avaient vu tous les types de drames humains se dérouler entre ces murs. Carol est apparue après quelques minutes, portant une combinaison orange qui la faisait paraître plus âgée qu'elle 48 ans. Ils se sont assis les uns des autres à une petite table, parlant à travers une cloison en verre via des combinés téléphoniques. « Je n'étais pas sûr que tu viens, » a déclaré Carol. « Je n'étais pas sûr non plus. » Elle avait l'air fatiguée, vaincue d'une manière que Rob n'avait jamais vue auparavant. Le maquillage soigneux et les cheveux coiffés avaient disparu, remplacés par la dure réalité de l'incarcération. « J'ai entendu parler de Tommy », a-t-elle déclaré. « Bien. Économisez-moi la peine de l'expliquer. Rob, j'ai besoin que tu saches que je ne voulais jamais que tu t'aies mort. » Pas vraiment. Rob la regarda. Vous avez recherché des moyens de déclencher des crises cardiaques. Vous m'avez nourri de nourriture conçue pour stresser mon système cardiovasculaire. Vous avez interrogé des médecins sur les interactions mortelles de médicaments. Comment cela ne me veut pas morte? Je voulais que vous soyez partis. Je voulais sortir du mariage, de la vie que nous avions construite. Mais je ne voulais pas que vous mouriez vraiment. Quelle est la différence? Carol était silencieuse. Je ne sais plus. Je ne voulais plus. Et honnêtement, je ne sais pas ce que je pensais.
Je fais. Vous pensiez que vous pourriez avoir Derek Morrison et mon argent aussi. Vous pensiez que vous étiez plus intelligent que tout le monde. Peut-être. Ou peut-être que j'étais juste fatigué d'être marié à un homme qui n'a jamais vraiment fait confiance à quiconque a toujours assumé le pire des gens. Rob a ri un son sans humour. Il s'avère que j'avais raison de me méfier. Étiez-vous? Parce que si vous me faisiez confiance, si vous me parliez de vos peurs au lieu de simplement regarder et juger, peut-être que rien de tout cela ne serait arrivé. C'est donc ma faute. Non, c'est ma faute. Mais Rob, tu n'étais jamais vraiment présent dans notre mariage. Vous travailliez toujours, planifiant toujours 3 étapes d'avance sur tout le monde. J'avais l'impression d'être marié à un étranger. Rob se leva. Je suis venu ici pour voir si vous aviez des remords, toute compréhension de ce que vous aviez fait à notre famille. Je vois maintenant que vous ne le faites pas Rob, attendez. David et Emma sont de bonnes personnes malgré vous, pas à cause de vous. Ils iront bien sans toi. Et nous? Y a-t-il une chance? Il n'y a pas de nous. Il n'y en a jamais eu. Ce que je pensais être l'amour, ce n'était qu'une performance de 23 ans. Alors que Rob s'éloignait, Carole l'appelait à travers le verre. Rob, je t'aimais. Au début, je t'aimais vraiment. Rob ne s'est pas retourné. Je sais. C'est ce qui aggrave cela. Chapitre 9. Le prix de la fidélité. 6 mois plus tard, Rob se tenait dans les bureaux de Morrison Développement, regardant les travailleurs retirer le nom de Derek Morrison du mur. L'espace deviendrait le nouveau siège social de Sullivan & Associates, qui fait partie d'une expansion qui ferait de la plus grande entreprise de construction de la Nouvelle-Angleterre. L'ironie n'a pas été perdue pour lui. La tentative de Derek Morrison de détruire Sullivan et des associés avait fini par rendre l'entreprise plus forte que jamais. Les règlements d'assurance, l'acquisition des contrats de Morrison et l'élimination de leurs plus grands concurrents ont créé des opportunités que Rob n'aurait pas pu imaginer il y a un an. David est apparu dans la porte portant un costume et une cravate, regardant chaque pouce le futur PDG de l'entreprise familiale. À 22 ans, il avait mûri rapidement à la suite des trahisons de sa famille, développant le type de pragmatisme à bordure que Rob a reconnu en lui-même. Les entrepreneurs sont là pour la réunion de rénovation, a déclaré David. Bon. Faites-les installer dans la salle de conférence principale. Je serai là dans quelques minutes. David a hésité. Papa, il y a autre chose. Emma a appelé. Elle veut dîner ce soir. Elle dit qu'elle a des nouvelles. Rob hocha la tête. Emma s'était lancée dans ses études de droit dans les mois qui ont suivi l'arrestation de Carole, déterminée à devenir l'avocat de la famille qui protégerait Sullivan et les associés des futures trahisons. Ses 2 enfants avaient répondu à la crise en devenant plus difficiles, plus concentrés, plus méfiantes envers les étrangers. Rob n'était pas sûr que c'était une bonne chose ou non. Ce soir-là, les 3 se sont rencontrés dans la nouvelle maison de Rob, une forteresse moderne dans les collines à l'extérieur de Boston, avec des systèmes de sécurité et un personnel vérifié en arrière-plan. L'endroit était tout ce que leur ancienne maison familiale n'avait pas été. Des souvenirs propres, efficaces et exempts de toxiques. Emma est arrivée avec une bouteille de vin et un sourire qui a rappelé à Rob Carole dans les premiers jours avant que tout ne tourne mal. J'ai une annonce, a-t-elle dit, s'installant sur sa chaise à la table du dîner. J'ai été accepté dans le programme de stage du bureau du procureur. À partir de l'été prochain, je travaillerai avec le bureau du DA sur les cas de criminalité en col blanc. David a levé son verre à vin. Félicitations. Une raison particulière pour laquelle vous avez choisi des poursuites contre le droit des sociétés. L'expression d'Emma est devenue sérieuse. Je veux comprendre comment des gens comme Mom et Derek Morrison fonctionnent. Je veux apprendre à reconnaître les signes, à créer des cas contre eux. Rob a ressenti un mélange de fierté et de tristesse. Sa fille devenait un chasseur de prédateurs parce que les prédateurs avaient détruit sa famille. Il y a autre chose, continua Emma. Le procureur s'occupant du cas de maman veut nous rencontrer. Elle envisage d'offrir un accord de plaidoyer. Rob posa sa fourchette. Quel genre de contrat? 15 ans au lieu de la vie. Elle devrait témoigner contre Derek Morrison, admettre avoir comploté pour commettre un meurtre, et accepter une confiscation complète de toute prétention à des actifs familiaux. Quelle est votre recommandation? Rob a demandé. Emma a regardé son père avec des yeux qui avaient toujours semblé une chance de croire. 15 years means she LLB 63 when she get out.
All enough to be broken. Young enough to regret. David nodded agrément. I think Emma is right. We've won everything we can win. Now it's time to move on. Rob considered his children's advice. Both of them had become harder, more calculating in the months since Carol's betrayal. They talked like him now, strategically, without sentiment, always 3 steps ahead. I'll call the prosecutor tomorrow, Rob said. Tell her we'll accept the deal. En partant, Emma a retiré Rob de côté. Papa, il y a autre chose. J'ai rendu visite à l'oncle Tommy en prison. L'expression de Rob s'assombrit. Pourquoi? Parce que quelqu'un devrait. Il est de la famille et malgré ce qu'il a fait, il est toujours David et mon oncle. Emma, il a essayé de détruire tout ce que j'ai construit. Il a mis votre avenir en danger. Je sais, mais papa, c'est un homme brisé. La prison a été difficile avec lui et Lisa est décédée le mois dernier. Le cancer a finalement gagné. Rob a ressenti un scintillement de quelque chose. Pas tout à fait de la sympathie, mais de la reconnaissance d'un autre être humain souffrant. Je suis désolé d'entendre ça. Êtes-vous? Parce qu'il pense que vous auriez pu la sauver si vous le vouliez. J'ai payé ses traitements par le biais d'un tiers. Elle a obtenu le meilleur argent de soins pour être acheté. Emma avait l'air surpris. Tu as fait? Tommy ne le sait pas. Il n'a pas besoin de savoir. Lisa était innocente dans tout cela. Mais papa, si tu aides Lisa, tu pourrais peut-être. Non. La voix de Rob était finale. Tommy a fait ses choix. Il a choisi Derek Morrison sur sa propre famille. Il a choisi 30 pièces d'argent sur 20 ans de loyauté. Je ne pardonnerai pas ça. Emma était silencieuse pendant un moment. Et s'il était désolé? Et s'il regrettait vraiment ce qu'il a fait? Ensuite, il aurait dû y penser avant de me trahir. Après le départ d'Emma, Rob s'est tenu seul dans sa forteresse d'une maison, regardant les lumières de Boston se propager sous lui. Il avait gagné tout ce qu'il avait entrepris de gagner. Carol et Derek Morrison étaient en prison. Tommy était brisé et seul. Sullivan et associates ont plus réussi que jamais. Ses enfants étaient en sécurité. Alors, pourquoi la victoire était-elle si vide? Son téléphone a sonné. Un numéro inconnu, mais quelque chose l'a fait répondre. Monsieur Sullivan, voici le père McKenna de Saint-Margaret-S. J'appelle à propos de votre frère. Le sang de Rob est refroidi. Et lui? J'ai peur que Thomas ait été retrouvé mort dans sa cellule ce matin. Cela semble être un suicide. Rob s'assit fortement. Comment? Il s'est pendu avec des draps. Il vous a laissé une note adressée à vous. 1 heure plus tard, Rob se tenait dans le morgue à la recherche vers le bas du corps de Tommy. La mort avait effacé les lignes d'inquiétude et de culpabilité du visage de son frère, le laissant ressemblant au garçon que Rob se souvenait de leur enfance. Le père McKenna lui a tendu une enveloppe avec le nom de Rob écrit dans l'écriture familière de Tommy. Je vais vous laisser tranquille, dit tranquillement le prêtre. Rob a ouvert la lettre avec des mains stables. Rob, je sais que tu ne me pardonneras jamais, et je sais que je ne mérite pas le pardon. Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais voulu dire que les choses allaient aussi loin qu'ils l'ont fait. J'étais faible et j'étais effrayé et j'ai fait des choix qui blessaient tout le monde que j'aimais. Lisa est partie maintenant. Le cancer l'a pris hier. Je sais que tu as payé pour ces traitements. En moi. Que j'ai trahi la seule personne qui me tenait toujours à côté. Prenez soin de David et Emma. Ce sont de bons enfants, mieux que l'un de nous ne le méritait. Et Rob, essayez de ne pas devenir si dur que vous oubliez comment pardonner. Je sais que vous pensez que le pardon est la faiblesse, mais peut-être que parfois c'est la chose la plus forte que vous puissiez faire. Je suis désolé pour tout, Tommy. Rob a plié la lettre et l'a mise dans sa poche. Alors qu'il rentrait chez lui dans les rues vides de Boston, il a pensé au pardon, au prix de la loyauté, au poids de porter des rancunes jusqu'à ce qu'il vous écrase. Quand il a atteint sa maison, Rob est allé à son étude et a sorti une bouteille de whisky, les bonnes choses, le genre que lui et Tommy partageaient lors d'occasions spéciales. Il a versé 2 verres, en a placé l'un devant la chaise vide de Tommy et a élevé l'autre dans un toast solitaire. Bastard stupide, dit-il doucement. Vous auriez pu me demander de l'aide. Rob a bu le whisky et a pensé à son frère, de la cabane dans les arbres qu'ils avaient construite ensemble quand ils étaient des enfants,
des promesses qu'ils avaient faites pour toujours se tourner les unes des autres. Quelque part en cours de route, ils avaient tous deux oublié ces promesses. Le lendemain matin a amené les journalistes tirés par la nouvelle du suicide de Tommy Sullivan et son lien avec le complot de meurtre Morrison. Rob les a rencontrés sur les marches de Sullivan et d'associés, regardant chaque pouce l'homme d'affaires prospère qui avait survécu aux trahisons de sa famille. « Monsieur Sullivan, avez-vous un commentaire sur la mort de votre frère ? Mon frère était un homme troublé qui a fait de très mauvais choix. Je suis désolé qu'il soit mort, mais sa mort ne change pas ce qu'il a fait à ma famille et à mon entreprise. Ressentez-vous une responsabilité pour son suicide ? » Rob regarda directement dans la caméra, son expression dure et impitoyable. « Je me sens responsable de la protection de ma famille et de mes employés des personnes qui trahiraient notre confiance. Mon frère a choisi de travailler avec mes ennemis. Ce choix a eu des conséquences. Y aura-t-il des funérailles ? C'est une question familiale privée. » Alors que Rob entrait dans son immeuble, laissant les journalistes derrière, il pensa à l'héritage, de l'exemple qu'il donnait pour David et Emma. Il leur apprenait à être forts, à être des survivants, à ne faire pas complètement confiance à personne. Mais leur apprenait-il aussi à être comme lui ? Réussi mais seul, victorieux mais vide. Cet après-midi, Rob a appelé Emma. « J'ai pris une décision sur votre oncle, » a-t-il dit. « Nous allons lui donner des funérailles appropriées. Famille seulement, mais appropriées. Papa, je pensais que tu avais dit que j'avais dit beaucoup de choses. Tommy m'a trahi notre famille, et je ne lui pardonnerai jamais. Mais il était toujours mon frère, et il mérite mieux qu'une tombe non marquée. » Emma était silencieuse pendant un moment. « Merci, papa. Je pense que c'est la bonne chose à faire. » Après les funérailles, un petit service n'a assisté que par Rob, David et Emma. Rob se tenait seul à la tombe de Tommy. La pierre tombale était simple. Thomas Michael Sullivan, 1969 à 2024, frère et oncle bien-aimé. « J'espère que vous avez trouvé de la paix, » dit doucement Rob. « J'espère où que vous soyez, vous comprenez que je ne pourrai pas vous pardonner. Pas pour ce que vous avez fait à mes enfants. » Alors que Rob s'éloignait du cimetière, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Un sentiment de finalité. Carol était en prison, Derek Morrison a été ruiné. Tommy était mort. La guerre était terminée et Rob avait complètement gagné. Mais alors qu'il rentrait chez lui à sa forteresse d'une maison, Rob s'est demandé si la victoire complète valait le prix qu'il avait payé. Il avait sauvé son entreprise et obtenu l'avenir de ses enfants, mais il avait perdu sa femme, son frère et peut-être quelque chose d'essentiel chez lui. En fin de compte, Rob Sullivan avait appris la leçon la plus difficile de tous. Que dans un monde plein de trahisons et de prédateurs, la seule façon de survivre était de devenir quelque chose de plus difficile et de plus froid qu'eux. Il protégeait tout ce qui comptait avec lui. Mais ce faisant, il serait devenu le genre d'homme qui pourrait regarder les funérailles de son propre frère sans verser une larme. C'était le prix de ne jamais pardonner, de ne jamais oublier et de ne jamais faire confiance à personne. Rob Sullivan avait gagné, mais il avait gagné seul. C'est là que notre histoire touche à sa fin. Non pas à cause de la menace elle-même, mais à cause de la froideur calculatrice dans sa voix. Ce n'était ni du désespoir ni une explosion émotionnelle. C'était un plan. « Sors », dit Rob doucement. Rob, sors. Après son départ, Rob appela son infirmière, une femme censée nommer Betty, qui le surveillait toutes les heures. « J'ai besoin que vous inscriviez ma femme sur la liste des visites restreintes. Elle n'a pas le droit de revenir ici. » Betty haussa un sourcil, mais prit note. « Ton frère Tommy a appelé plus tôt, disant qu'il avait entendu parler de ton agression et qu'il voulait te rendre visite. Dois-je l'ajouter à la liste des visites autorisées ? » Oui, Tommy va bien, mais pas Carol. Cette nuit-là, Rob resta éveillé, les yeux rivés au plafond, repensant à 23 ans de mariage. Des détails qui n'avaient pas eu de sens auparavant s'imposèrent soudain. Le nouvel intérêt de Carol pour les cours de fitness qui duraient tard le soir, son besoin soudain de soirée entre filles dont elle n'avait jamais parlé en détail. La façon dont elle l'avait encouragé à travailler plus longtemps, lui disant que l'entreprise avait besoin de toute son attention. Le lendemain matin, le docteur entra avec une expression que Rob avait déjà vue. Quelqu'un sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle qu'il ne savait pas comment formuler. « Monsieur Sullivan », commença-t-elle, puis elle s'arrêta et ferma la porte derrière elle. « C'est difficile. Hier, après le départ de votre femme,
elle a parlé à l'une de nos aides-soignantes. Elle s'enquérait de votre état, de votre pronostic, mais les questions qu'elle posait, ce n'étaient pas celles d'une épouse inquiète. Rob se redressa. Quel genre de questions? Elle voulait en savoir plus sur vos polices d'assurance vie, si l'hôpital avait été contacté par des compagnies d'assurance, s'il y avait des documents juridiques qu'elle devait signer, et elle a demandé précisément si nous nous attendions à une nouvelle crise. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté cristalline. Carole n'avait pas posé cette question par inquiétude. Elle avait calculé, se demandant si elle devait attendre plus longtemps ou si cette première crise pourrait la guérir. Il y a plus, poursuivit le docteur A. Une de nos caméras de sécurité l'a filmée sur le parking après sa visite. Elle était au téléphone avec quelqu'un et, même si nous n'avons pas entendu la conversation, son langage corporel suggérait qu'il ne s'agissait pas d'un appel à la famille. Elle était animée, heureuse même. Rob hocha lentement la tête. Docteur, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. J'ai besoin que vous disiez à quiconque me le demande que mon état est plus grave qu'on ne le pensait initialement. Dites-leur que les dégâts étaient plus importants, que je ne survivrai peut-être pas à une autre crise. Le docteur effronça les sourcils. Monsieur Sullivan, ce n'est pas vrai. Vous vous rétablirez complètement avec des soins appropriés et un mode de vie plus sain. Je sais, mais j'ai besoin de temps pour réfléchir, et j'ai besoin que certaines personnes croient que je suis plus vulnérable que je ne le suis. Pouvez-vous faire ça? Après un long moment, elle hocha la tête. Les informations médicales sont confidentielles de toute façon. Si je choisis d'être prudent dans mes évaluations à des tiers, c'est mon jugement professionnel. Chapitre 3. L'avertissement du médecin. 2 jours plus tard, Rob consultait ses messages téléphoniques lorsque le docteur frappa et entra, l'air sombre. Elle ferma la porte derrière elle et tira une chaise près de son lit. Monsieur Sullivan, j'ai quelque chose à vous dire qui va au-delà des soins médicaux. Hier, votre femme m'a encore abordé. Elle a réussi à contourner les restrictions et m'a coincé dans le couloir. Elle voulait savoir si vous aviez désigné un mandataire pour les soins de santé, si vous aviez rédigé des directives anticipées et ce qui se passerait si vous deveniez inapte. Rob serra les dents. Que lui avez-vous dit? Je lui ai dit qu'elle devait parler au service juridique de l'hôpital. Mais, monsieur Sullivan, vous devriez appeler la police pour votre femme, car sa question suivante dépassait les bornes. Elle voulait savoir s'il existait des moyens de déclencher une nouvelle crise cardiaque. Elle prétendait poser cette question pour éviter de vous stresser, mais à en juger par la façon dont elle avait posé la question concernant le médicament qu'elle mentionnait, quelqu'un avait fait des recherches sur le sujet. Le silence retomba dans la pièce, à l'exception du bip continu des moniteurs. Rob sentit quelque chose de froid et de définitif s'installer dans sa poitrine, quelque chose de plus dur que le muscle endommagé qui l'avait amené ici. Elle essaie de me tuer, dit-il simplement. Je ne peux pas poser ce diagnostic, mais je suis médecin depuis 20 ans. J'ai vu des conjoints en deuil, des familles inquiètes, des personnes confrontées à des crises médicales. Le comportement de votre femme ne correspond à aucun de ces schémas. Rob a pris son téléphone. Passez-moi Tommy Sullivan. Dites-lui que c'est urgent. Lorsque Tommy est arrivé 1 heure plus tard, il avait l'air vraiment secoué. À 54 ans, le frère aîné de Rob avait toujours les larges épaules de leur père, mais des années d'alcool lui avaient donné un coup de poing et des vaisseaux sanguins éclatés au niveau du nez. Il était sobre maintenant, depuis 6 mois après sa dernière alerte pour conduite en état d'ivresse, mais les dommages sur son apparence étaient permanents. Mon Dieu, Rob, tu as une mine d'enfer, a dit Tommy en tirant une chaise. Quand Maria m'a appelé, je me suis dit, je veux dire, je n'aurais jamais cru que quoi que ce soit puisse te faire tomber. Tommy, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Je vais te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu te taises jusqu'à ce que je sois prêt à agir. Tu peux faire ça? Tommy hocha la tête, son visage sérieux, comme Rob ne l'avait pas vu depuis l'enterrement de leur mère. Rob raconta tout. Le comportement étrange de Carole, ses questions au médecin, la menace de divorce, les recherches apparentes sur les facteurs déclenchant des crises cardiaques. À chaque détail, le visage de Tommy s'assombrissait. Cette garce, marmonna Tommy. Après tout ce que tu lui as donné, c'est encore pire. Je crois qu'il y a quelqu'un d'autre. Rob expliqua les nouveaux vêtements de Carole, ses nuits tardives, son empressement à le faire travailler plus longtemps. Le schéma était clair une fois qu'on savait le chercher. Qui? Demanda Tommy. Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Et Tommy, quand je le saurai,
je les détruirai tous les deux. Pas seulement le divorce, je les détruirai. Je veux qu'ils perdent tout ce qui compte pour eux. Tommy se pencha en avant. Que veux-tu que je fasse? D'abord, j'ai besoin que tu ailles à la maison ce soir. Dis à Carol que le docteur est à appeler, que mon état est pire qu'il ne le pensait au départ. Dis-lui que les prochains jours sont critiques, qu'un autre épisode pourrait me tuer. Tu veux qu'elle pense que tu vas mourir? Je veux qu'elle se sente à l'aise. On fait des erreurs quand on croit gagner. Deuxièmement, j'ai besoin que tu commences à la surveiller. Suis-la. Vois où elle va, qui elle rencontre. Sois subtil, Rob. Je n'ai pas vraiment l'étoffe d'un agent secret. Tu n'as pas besoin d'être James Bond. Mais ne la laisse pas te voir. Prends des photos si tu peux. J'ai besoin de savoir à qui j'ai affaire avant d'agir. Tommy hocha la tête. Et David et Emma? Ils ne savent rien de tout ça. L'expression de Rob se durcit. Personne d'autre ne le sait. Pas encore. Je dois d'abord voir jusqu'où ça va. Si les enfants sont impliqués, ils ne le seront pas. David et Emma te vénèrent. Peut-être. Mais j'ai appris à ne plus rien présumer de la loyauté. Après le départ de Tommy, Rob resta dans le noir, à planifier. Il avait bâti son empire en ayant 3 coups d'avance sur tout le monde, en voyant les opportunités que les autres manquaient, en sachant quand frapper et quand attendre. Ce ne serait pas différent. Le lendemain matin, le docteur y est passé pendant sa visite. Votre femme a appelé ce matin, a-t-elle dit doucement. Elle voulait savoir si elle pouvait vous apporter à manger de la maison. Quand je lui ai expliqué que la politique de l'hôpital interdisait la nourriture extérieure aux patients cardiaques, elle m'a posé des questions très précises sur vos médicaments et si certains aliments pouvaient les perturber. Quel genre d'aliments? Des aliments riches en sodium, des aliments qui pouvaient fatiguer le cœur. Mais encore une fois, à en juger par sa façon de poser la question, ce n'était pas une épouse inquiète qui cherchait à aider. C'était quelqu'un qui cherchait des informations. Rob a hoché la tête. Docteur, combien de temps dois-je encore rester ici pour des raisons médicales? Vous pourriez rentrer chez vous demain avec un repos et une surveillance appropriée, mais compte tenu de ce dont nous avons discuté, je rentre demain. Quels que soient ces projets, je dois être là pour les anticiper. Cet après-midi-là, David est venu lui rendre visite. Le fils de Rob était grand et mince comme son père, avec le teint plus clair de Carol, mais le regard perçant de Rob. Il avait hérité des meilleures qualités de ses 2 parents, et le voir rappelait à Rob tout ce qu'il avait à perdre. Papa, j'ai entendu par tonton Tommy que la situation est plus grave que maman ne l'avait dit. Est-ce que ça va aller? Rob observa attentivement son fils. David semblait sincèrement inquiet, sans la moindre idée préconçue que Rob avait perçue dans le comportement de Carol. Je vais bien, fiston, mais j'aurai peut-être besoin de ton aide pour certaines choses. N'importe quoi. Tu le sais. J'ai besoin que tu surveilles ta mère pendant ma convalescence. Elle est très stressée par tout ça, et je m'inquiète pour elle. Ce n'était pas vraiment un mensonge. Carol était stressée. Le stress d'avoir planifié le meurtre de son mari. Bien sûr, Emma et moi aussi, on s'inquiétait pour elle. Elle se comporte bizarrement ces derniers temps. L'attention de Rob s'est avivée. Étrange comment? Simplement différente. Plus heureuse, j'imagine. Ce qui est bizarre parce que tu es à l'hôpital et qu'elle sort beaucoup plus, disant qu'elle a besoin d'espace pour digérer tout ça. Où va-t-elle? Je ne sais pas. Elle dit juste qu'elle va faire des promenades en voiture ou voir des amis. Mais, papa, je ne pense pas qu'elle ait encore beaucoup d'amis. Après le départ de David, Rob a appelé Tommy. Je rentre demain. Tu es prêt? Oui. Et Rob, j'ai déjà appris quelque chose d'intéressant. Quoi? Carol est sortie 3 heures aujourd'hui. Elle a dit à David qu'elle allait faire un tour en voiture pour se changer les idées, mais je l'ai suivie. Elle est allée au bar d'un hôtel du centre-ville, le Marriott sur Long Wharf. Elle y a rencontré un type. Ils ne se sont pas comportés comme des étrangers. Rob a senti le dernier morceau de son ancienne vie s'effondrer. Tu as pris des photos? Oui. Et Rob, tu vas vouloir voir ça. Je reconnais ce type. Qui est-ce? C'est Derek Morrison de Morrison Développement. Le sang de Rob s'est glacé. Derek Morrison était son principal concurrent.
L'homme qui lui avait proposé des projets à des prix inférieurs à ses attentes ces 2 dernières années. L'architecte de plusieurs transactions qui avaient coûté des millions à Sullivan et associés en perte de revenus. Et maintenant, Rob savait comment de Rurik avait obtenu ces informations privilégiées. Tommy, dit Rob, sa voix portant un ton que son frère n'avait plus entendu depuis leur enfance. À l'époque où Rob planifiait des vengeances élaborées contre les brutes du quartier. Je veux que tu continues à les suivre. Je veux savoir où ils vont, tout ce qu'ils font. Et Tommy, oui, c'est la guerre maintenant. Chapitre 4. Le spectacle commence. Rob rentra chez lui un jeudi après-midi, jouant le rôle d'un homme brisé. Il se déplaçait lentement, se tenait la poitrine de temps en temps et laissait transparaître l'épuisement sur son visage. La maison coloniale de Wellesley, qui avait autrefois été un sanctuaire, ressemblait désormais à un territoire ennemi, mais Rob avait toujours été à l'aise derrière les lignes ennemies. Carol était l'image même de l'épouse dévouée, du moins quand les enfants étaient là. Elle l'aida à aller dans la chambre, lui remit du volume dans les oreillers et fit mine d'ajuster ses médicaments. Mais Rob perçut la réflexion dans son regard lorsqu'elle crut qu'il ne regardait pas. Sa façon de l'observer à la recherche de signes de faiblesse, tel un prédateur examinant une proie blessée. Le médecin dit que vous avez besoin de repos complet, dit-elle, la main sur son épaule. Pas de travail, pas de stress. J'ai déjà appelé Maria et je lui ai dit que tu ne répondrais à aucun appel pendant au moins 2 semaines. 2 semaines? Rob laissa transparaître une pointe d'inquiétude dans sa voix. Carol, le contrat Morrison. Derek Morrison a appelé ce matin, dit-elle d'une voix douce. Il a appris ta crise cardiaque et voulait te présenter ses condoléances. Il a dit qu'il serait heureux de reprendre le projet Riverside si tu devais prendre du recul. Rob a dû faire preuve de toute sa maîtrise de soi pour ne pas réagir. Derek Morrison proposait de reprendre le projet qui allait faire la fortune de Sullivan et associés pour les 5 prochaines années. Le même Derek Morrison qui avait rencontré secrètement sa femme. C'est généreux de sa part, réussit Rob. Je le pense aussi. Tu as travaillé si dur, ma chérie. C'est peut-être un signe que tu devrais ralentir. Laisse d'autres personnes porter une partie du fardeau. Ce soir-là, après que David et Emma furent rentrés à leurs universités respectives, Carol prépara le dîner, un plat de pâtes gorgé de sel et d'une sauce onctueuse, exactement le genre de plat que le docteur et lui avaient conseillé d'éviter. Elle le servit avec un sourire inquiet. Je sais que le médecin a dit de surveiller ton alimentation, mais j'ai pensé que tu aurais peut-être envie de quelque chose de réconfortant ce soir. Rob mangea de petites portions et complimenta le repas, tout en remarquant l'attention avec laquelle Carol guettait sa réaction. Lorsqu'il s'excusa plus tôt, prétextant la fatigue, elle parut ravie. De la fenêtre de sa chambre, Rob observait Carol dans le jardin en contrebas, parlant avec animation au téléphone. Même de loin, son langage corporel était clair. Elle était excitée, peut-être même en train de fêter. Après la fin de l'appel, elle s'assit sur le banc du jardin pendant plusieurs minutes et Rob aurait juré l'avoir vue sourire. Vers minuit, alors que Carol pensait dormir, Rob l'entendit bouger en bas. Il se glissa en haut des escaliers et tendit l'oreille. Elle était de nouveau au téléphone, sa voix basse mais audible dans le silence de la maison. Demain soir, quand les enfants seront partis. Oui, il semble beaucoup plus faible. Non, le médecin a dit qu'un autre épisode pourrait être fatal. Je sais. J'ai du mal à croire que ça arrive enfin. Rob retourna tranquillement dans la chambre avant qu'elle ne termine son appel. Enfin arrivé. Quoi qu'ils aient planifié, ils pensaient être arrivés au bout du rouleau. Le lendemain matin, Tommy jouait son rôle de frère inquiet. Il était assis lourdement sur la chaise de la cuisine, le visage grave. Rob, je déteste te déranger pendant ta convalescence, mais on a des problèmes sur le site de Morrison. Carol apparut dans l'embrasure de la porte, une tasse de café à la main. Quel genre de problème? Des problèmes de permis, dit Tommy sans la regarder. L'inspecteur municipal dit que nos travaux électriques ne sont pas conformes. Si on ne règle pas ça d'ici lundi, ils arrêteront tout le projet. Rob laissa ses épaules s'affaisser. Combien ça va coûter? 250 000, peut-être plus. Et Rob, on n'a pas autant de liquidités en ce moment. Pas avec les factures de Harbor Point toujours en suspens. C'était du théâtre. Mais Carol l'ignorait. Rob observa attentivement son visage tandis que Tommy décrivait leur crise financière fictive. Elle essayait d'avoir l'air inquiète, mais il surprit une lueur de satisfaction dans ses yeux.
Je devrais peut-être appeler Derek Morrison, suggéra-t-elle puisqu'il proposait son aide. Non, dit Rob fermement, avant d'adoucir son ton. Enfin, pas encore. Laisse-moi voir si je peux trouver une solution d'abord. Après le départ de Tommy, Carol se montra nettement plus attentive. Elle lui apporta le déjeuner, s'enquit de ses médicaments et suggéra même qu'ils regardent un film ensemble. Mais Rob remarqua qu'elle consultait sans cesse son téléphone et, à 2 reprises, il la surprit à le fixer avec une expression qu'il ne parvenait pas à déchiffrer. Cet après-midi-là, alors que Carol faisait les courses, Rob passa ses propres coups de fil. D'abord à son véritable avocat, Harold Steinberg, un homme au regard perçant qui protégeait les intérêts de la famille Sullivan depuis 15 ans. « Harold, j'ai besoin que tu fasses quelque chose discrètement. Je veux que tu examines toutes mes polices d'assurance, mon testament, tous les documents qui pourraient entrer en jeu si je mourais subitement. Rob, ta crise cardiaque t'a effrayé, mais les médecins ont dit, fais-le. Et Harold, je veux que tu cherches précisément comment quelqu'un pourrait tirer profit de ma mort au-delà de ce qui est évident. » Ensuite, il appela son comptable, puis son banquier, puis le détective privé qu'il avait occasionnellement sollicité pour ses affaires. Un ancien policier de Boston nommé Ray Kowalski, spécialisé dans les enquêtes. Des informations que les gens préféraient garder secrètes. Ri, j'ai besoin d'une vérification complète des antécédents de Derek Morrison. Tout, finances, vie personnelle, relations d'affaires, et j'en ai besoin rapidement. Il s'agit du contrat Morrison, en quelque sorte. En combien de temps pouvez-vous me trouver quelque chose? Donnez-moi 48 heures. Le soir venu, Rob avait mis plusieurs choses en branle. Le plus dur arrivait, attendre et observer en faisant semblant d'être invalide. Carol prépara un autre dîner élaboré. Cette fois, du bœuf Wellington avec des accompagnements bien beurrés. Elle semblait presque étourdie en le servant, parlant de redécorer le salon et peut-être de prendre des vacances une fois qu'il se sentirait mieux. « Où aimerais-tu aller » demanda-t-elle. « Je ne sais pas si je suis prête à voyager de sitôt. »« Oh, je voulais dire. »« Bon, peut-être que je pourrais aller quelque part avec Emma ou ma sœur quelques jours pour décompresser de tout ce stress. » Rob paria qu'elle pourrait décompresser, probablement avec Derek Morrison sur une plage tropicale, à trinquer à leur succès. Ce soir-là, le téléphone de Carol sonna peu après 23 heures. Elle répondit rapidement, à voix basse, mais Rob capta des bribes de son message. Tout se déroulait comme prévu lundi au plus tard. Oui, il s'affaiblit. Dimanche matin, le docteur fit une visite à domicile, organisée en privé par Rob. Devant Carol, le médecin l'examina minutieusement et se dit préoccupé par son évolution. « Monsieur Sullivan, votre rétablissement ne se déroule pas aussi vite que je l'espérais. Je vais ajuster votre traitement et renforcer les mesures de surveillance. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas ?» demanda Carol, et Rob remarqua le ton délicat dans sa voix. Une inquiétude de femme mêlée à une impatience à peine contenue. Son cœur est encore très instable. Les prochains jours seront critiques. Tout stress ou choc important pourrait déclencher une nouvelle crise, et franchement, son cœur pourrait ne pas y survivre. Après le départ du docteur Hay, Carol se montra sollicitude jusqu'à l'absurde. Elle insista pour l'aider à aller aux toilettes, lui apporta à manger au lit et, de manière générale, resta là, telle une future veuve accablée de chagrin. Mais Rob remarqua d'autres choses. Comment elle gardait son téléphone à portée de main en permanence. Comment elle vérifiait les serrures des portes à 2 reprises. Comme elle semblait attendre quelque chose. Ce soir-là, la réponse lui fut donnée. Vers 21 heures, alors que Rob faisait semblant de somnoler sur sa chaise, Carol l'embrassa sur le front et annonça qu'elle allait se coucher tôt. « Je suis épuisée par tous ces soucis, dit-elle. Je vais prendre un somnifère et me reposer un peu. » 20 minutes plus tard, Rob entendit la porte de sa chambre se fermer. Il attendit encore 30 minutes, puis se glissa à la fenêtre. La BMW de Carol sortait de l'allée en marche arrière. Rob était habillé et dans son camion en moins de 5 minutes. L'avantage de connaître quelqu'un depuis 23 ans, c'était de comprendre ses habitudes, ses destinations probables. Carol allait chez Derek Morrison, soit chez lui à Newton, soit à son bureau en centre-ville. Rob choisit le bureau en premier et gagna le gros lot. Leurs 2 voitures étaient garées dans le parking de la tour de verre de Morrison Développement. Rob se gara de l'autre côté de la rue, d'où il pouvait voir la sortie de l'immeuble, et s'installa pour attendre. Il n'eut pas à attendre longtemps. Vers minuit,
Carol et Derek apparurent ensemble, la main de Carol sur son bras, tous deux riant d'une chose. Ils se dirigèrent vers la Mercedes de Derek, et Carol monta côté passager. Rob les suivit dans les rues tranquilles jusqu'à la maison de Derek, une monstruosité moderne de Newton qui criait « Nouvelle fortune ». À travers les fenêtres sans rideaux, Rob les vit s'enlacer dans ce qui était manifestement le salon de Derek. Tandis que Rob regardait sa femme embrasser un autre homme, il sentit une sensation de froid et de finalité se cristalliser dans sa poitrine. Le dernier vestige de l'homme qui avait autrefois aimé Carol Sullivan s'éteignit à cet instant, remplacé par quelque chose de plus dur et d'infiniment plus dangereux. Rob rentra chez lui et se remit au lit avant le retour de Carol à 3 heures du matin. Elle se faufila dans la maison comme une adolescente qui passe le couvre-feu, mais Rob était éveillé et planifiait. Lundi apporterait la prochaine étape. Chapitre 5. Les titans du web. Lundi matin arriva avec un temps anormalement chaud pour le mois de mars dans le Massachusetts. Rob se leva tôt et prépara du café, chronométrant le temps pour qu'il soit en train de se déplacer dans la cuisine quand Carol descendrait. Il voulait qu'elle le voie debout et actif, qu'elle s'inquiète qu'il récupère peut-être plus vite que prévu. « Tu t'es levé tôt, dit-elle, et Rob perçut une pointe d'inquiétude dans sa voix. Je n'arrivais pas à dormir. Je n'arrête pas de penser à l'entreprise, à tous les problèmes que Tommy a mentionnés. Carol se servit du café et s'assit en face de lui, près de l'îlot central de la cuisine. Chérie, tu dois arrêter de t'inquiéter pour le travail. Ta santé est plus importante que n'importe quel projet de construction. C'est facile à dire. Si Sullivan & Associates fait faillite, qu'adviendra-t-il des études de David et Emma? Que adviendra-t-il de cette maison, de notre retraite? L'espace d'un instant, le masque de Carol tomba et Rob vit une lueur calculatrice se dessiner sur son visage. Puis l'épouse inquiète revint. Eh bien, trouve une solution. Il est peut-être temps d'examiner plus sérieusement l'offre de Derek Morrison. Il a les ressources nécessaires pour gérer les gros projets. Tu penses vraiment que je devrais l'appeler? Je pense que tu devrais envisager toutes les options. Rob hocha la tête pensivement. Tu as peut-être raison. Ça te dérangerait de le contacter? Je ne suis pas sûr d'être prêt à négocier pour le moment. Les yeux de Carol s'illuminèrent. Bien sûr, je pourrais l'appeler ce matin. En fait, on devrait peut-être le rencontrer en personne. Si je dois lui confier le plus gros contrat de l'histoire de l'entreprise, je veux le regarder dans les yeux. Carol hésita. Êtes-vous sûr d'être prêt? Docteur Ray a dit. Le docteur Ray a dit d'éviter le stress, de ne pas devenir invalide. De plus, vous serez là. Si je commence à me sentir mal, vous pouvez me raccompagner. Au bout d'un moment, Carol a hoché la tête. Je l'appelle tout de suite. Rob écoutait Carol depuis la pièce d'un accent grave côté passer l'appel. Sa voix était différente lorsqu'elle parlait à Derek. Plus chaleureuse, plus intime. Ils ont convenu de se retrouver au bureau de Derek cet après-midi-là à 14 heures. Rob a passé la matinée à passer ses propres appels. D'abord à Ray Kowalski. J'ai des informations préliminaires sur Morrison. Ray a dit, les gars, il est endetté jusqu'au cou. Son entreprise semble prospère sur le papier, mais il s'endette pour financer son expansion. On dit qu'il a besoin d'un gros coup pour rester à flot. Quelle taille? Le genre de taille que votre contrat avec Morrison lui offrirait. Mais Rob, il y a autre chose. Morrison a posé des questions sur vous en ville, notamment sur votre situation financière, vos pratiques commerciales, vos éventuelles vulnérabilités. Rob n'a pas été surpris. Quel genre de questions? Le genre de questions qu'on pose quand on prépare une OPA hostile. Il a parlé à vos sous-traitants, à vos fournisseurs, et même à certains de vos employés. Quels employés? C'est là que ça devient intéressant. Il a été en contact avec Tommy. Rob sentit la glace se former dans ses veines. Quoi? Il y a 3 semaines, Morrison a abordé Tommy au bar Cases assis, lui a offert des verres, l'a interrogé sur les finances de l'entreprise, sur votre santé, sur la dynamique familiale. Rob a raccroché et a immédiatement appelé Tommy. Il faut qu'on parle maintenant. Ils se sont rencontrés dans un café de Brooklyn, loin de leur lieu de prédilection. Tommy avait l'air nerveux, ce qui fut la seule confirmation dont Rob avait besoin. Depuis combien de temps, a demandé Rob sans préambule. Les épaules de Tommy se sont affaissées. Mon Dieu, Rob, je ne savais pas quoi faire d'autre. Depuis combien de temps parles-tu à Derek Morrison?
Un mois, peut-être plus. Rob, tu ne comprends pas. Je suis dans le pétrin. Le jeu est pire que ce que je te disais. Je dois beaucoup d'argent à des gens très malhonnêtes. Rob fixa son frère, l'homme qu'il avait renfloué d'innombrables fois, l'homme qu'il avait employé malgré ses échecs, l'homme à qui il confiait des secrets de famille. Combien? 150 000 $. Morrison a dit qu'il couvrirait l'affaire si je lui donnais des informations sur Sullivan et associés. Quel genre d'informations? Des informations financières. Le calendrier des projets. Il voulait en savoir plus sur ta santé, ton mariage, si tu avais des plans de succession. Rob sentit les pièces du puzzle s'assembler. Derek Morrison n'avait pas seulement couché avec Carol. Il avait planifié la destruction systématique de Sullivan et associés. Et Tommy l'avait aidé. Que lui as-tu dit à propos de mon mariage? Tommy ne pouvait pas le regarder dans les yeux. J'aurais pu mentionner que toi et Carol aviez des problèmes et qu'elle avait posé des questions sur l'entreprise, sur ce qui se passerait s'il t'arrivait quelque chose. Rob resta silencieux un long moment. Quand il parla, sa voix était d'un calme mortel. Tommy, tu vas faire exactement ce que je te dis. Sinon, ces gens à qui tu dois de l'argent seront le cadet de tes soucis. Rob, je suis désolé. Tais-toi. Voilà ce qui va se passer. Tu vas appeler Morrison et lui dire que je suis plus malade qu'on ne le pense. Dis-lui que le médecin t'a pris à part et a dit que mon cœur défaillait. Dis-lui que je n'en ai peut-être plus que quelques jours. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Et tu en auras. Parce que Tommy, si tu ne m'aides pas à régler ça, je ferai en sorte que tout le monde à Boston sache que Tommy Sullivan a vendu son propre frère pour des dettes de jeu. Tu ne travailleras plus jamais dans le bâtiment. Tommy hocha la tête d'un air misérable. Que veux-tu que je fasse d'autre? Ce soir, tu seras au Morrison Development Building. Je veux que tu surveilles Carol et Derek. Tu verras ce qu'ils font quand ils pensent que j'ai fini. Prends des photos, enregistre les conversations si tu peux. Après le départ de Tommy, Rob s'est assis dans son camion et Harold Steinberg. Harold, j'ai besoin que tu prépares 2 jeux de documents. Premièrement, je veux un Nouveau Testament qui lègue tout à David et Emma, avec des dispositions spécifiques stipulant que Carol ne recevra rien si elle se remarie dans les 2 ans suivant mon décès. Rob, que se passe-t-il? Deuxièmement, je veux que tu prépares les documents de constitution d'une nouvelle société. Je veux transférer certains actifs de Sullivan & Associates avant cet après-midi. Rob, tu ne peux pas. Je ne déplace pas d'argent illégalement. Harold, je protège l'héritage de mes enfants. Et Harold, je veux que tu sois au bureau de Derek Morrison à 14h30 aujourd'hui. Dis à sa secrétaire que tu es là pour discuter du contrat Morrison. Je veux être témoin de tout ce qui se passera lors de cette réunion. Le dernier appel de Rob était au docteur. Docteur, j'ai besoin d'une dernière faveur. Cet après-midi, j'ai besoin que tu appelles ma femme et que tu lui dises que mon état s'est aggravé. Monsieur Sullivan, dis-lui que j'ai des battements de cœur irréguliers et que tu craignes une nouvelle crise. Parle-lui du stress de travailler ne fait qu'empirer les choses. Cet après-midi-là, Rob s'habilla avec soin pour son rendez-vous avec Derek Morrison. Il choisit son plus beau costume, mais prit soin d'avoir l'air fatigué, de se déplacer un peu lentement pour donner l'impression d'être un homme qui ne tient qu'à un fil. Carol le conduisit en ville, bavardant nerveusement de la circulation et de la météo. Rob remarqua qu'elle aussi s'était mise sur son 31, une robe noire, à la fois appropriée pour une réunion d'affaires et, il le réalisa avec tristesse, pour une veuve recevant des condoléances. Morrison Développement occupait 3 étages d'une tour de verre surplombant le port de Boston. Le bureau de Derek était un monument à Lego, avec des fenêtres qui montaient jusqu'au sol, des œuvres d'art coûteuses, des meubles plus chers que la plupart des voitures. Derek Morrison lui-même était plus jeune que Rob ne l'avait imaginé, peut-être 45 ans, avec un bronzage artificiel et une coiffure parfaite qui laissait présager un coach sportif et une dentisterie esthétique. Il les salua chaleureusement, mais Rob ne remarqua pas que son regard s'attardait sur Carol et qu'elle semblait rayonner sous son attention. Rob, je ne peux pas te dire à quel point j'ai été désolé d'apprendre ta crise cardiaque. Tu as l'air en bonne santé, pourtant. Je tiens le coup, dit Rob, la voix empreinte d'épuisement. Même si je dois admettre que toute cette histoire me terrifie. Ils s'assirent à la table de conférence de Dererick et Rob fit mine d'être essoufflé par le court trajet depuis l'ascenseur. Dererick offrit de l'eau, que Rob accepta avec gratitude.
Je comprends que vous souhaitiez discuter du contrat Morrison. Derek dit, je suis intéressé par beaucoup de choses. Mon problème de santé me fait réfléchir à l'avenir, à ce qui est le mieux pour ma famille et mes employés. Rob a décrit les problèmes financiers fictifs décrits par Tommy, décrivant Sullivan et Associés comme une entreprise en crise. Derrick écoutait avec une excitation soigneusement contenue, jetant de temps en temps un coup d'œil à Carol comme pour en avoir la confirmation. Cela semble être une situation difficile, dit Derek. Mais tu sais, Rob, je pourrais peut-être t'aider. Morrison Développement cherche à se développer et ton entreprise possède des actifs qui pourraient compléter nos activités. Quel type d'actifs? Eh bien, ta liste de clients, ta réputation, tes contrats existants. Avec le bon partenariat, nous pourrions garantir le maintien de l'emploi de tes employés et la sécurité financière de ta famille. Rob a laissé Derek décrire une fusion qui était en réalité une prise de contrôle d'une société de personnes qui laisserait la famille Sullivan avec une participation minoritaire dans sa propre entreprise. Tout au long de la présentation, Carol a posé des questions pointues sur les délais et les exigences légales. Des questions qu'une épouse inquiète ne saurait pas forcément poser. Alors que Derrick exposait les termes finaux de son offre généreuse, le téléphone de Rob a sonné. Il a jeté un coup d'œil à son interlocuteur. Pièce d'identité. Docteur et pile à l'heure. Excusez-moi. Je dois prendre ça, dit Rob en décrochant le téléphone. Le docteur y joua son rôle à la perfection. Rob écouta, le visage blême, posant des questions d'une voix faible sur les ajustements de médicaments et les exigences de surveillance. Je comprends, dit-il finalement. Oui, je viendrai demain matin à la première heure. Rob raccrocha et resta assis en silence un moment, comme s'il digérait une mauvaise nouvelle. Tout va bien, demanda Carol, et Rob perçut l'impatience sous-jacente à son inquiétude. Le docteur s'inquiète des résultats de certains examens. Elle veut me voir demain pour discuter des ajustements à apporter à mon traitement. Derrick et Carol échangèrent un rapide coup d'œil, si rapide que quelqu'un qui ne le regardait pas l'aurait peut-être manqué. On devrait peut-être rentrer. Carol a dit qu'il ne fallait pas en faire trop. En fait, Derek dit, pourquoi ne réfléchissez-vous pas tous les deux à ma demande en mariage? Rien ne presse, mais vu ton état de santé, Rob, il serait peut-être judicieux d'y réfléchir plus tôt que prévu. En partant, Rob remarqua Harold Steinberg à la réception, lisant ostensiblement un magazine mais observant visiblement tout. Rob lui adressa un hochement de tête presque imperceptible. Sur le chemin du retour, Carol était inhabituellement silencieuse. Arrivé à la maison, Rob s'excusa pour se reposer, mais se glissa plutôt jusqu'à la fenêtre de son bureau, qui donnait sur le jardin, où Carol aimait passer ses appels téléphoniques privés. Pile à l'heure, elle apparut avec son téléphone, arpentant la pièce avec excitation. Ça s'est parfaitement bien passé. Il a l'air affreux, Derek. Vraiment affreux. Le médecin a appelé juste à temps pour la réunion. Oui, demain matin. Je crois que c'est presque fini. Rob sourit d'un air sombre. Presque fini, en effet, mais pas comme Carol l'espérait. Ce soir-là, Tommy appela avec son rapport de Morrison Développement. Ils se retrouvèrent dans le bureau de Derrick vers 18h. Carol y resta environ 1 heure. Rob, il ne parlait pas que d'affaires. Je me suis dit, quoi? Sinon? J'ai capté un son par la fenêtre. Il prévoit quelque chose pour demain soir, après ta visite chez le médecin. Quelque chose pour s'assurer que tu ne rentres pas. Rob sentit ce calcul froid et familier s'installer en lui. Tommy, je veux que tu appelles Derek demain matin. Dis-lui que le médecin a confirmé ce que tu soupçonnais, que je suis en train de mourir. Dis-lui que c'est une question de jours. Et après? Ensuite, on en finira. Chapitre 6, le pari final. Le matin de mardi, le ciel était gris et pluvieux, à l'image de l'humeur de Rob qui se préparait pour la fin. Il s'habillait avec soin, un costume sombre qui aurait l'air approprié pour une réunion d'affaires ou un enterrement, selon la tournure des événements. Carol s'était levée tôt, se déplaçant dans la maison avec une énergie à peine contenue. Elle prépara le petit déjeuner, un autre plat spécial crise cardiaque bourré de sel et de gras, et s'occupa de son planning de médicaments avec l'attention de quelqu'un qui s'assure que chaque détail soit parfait. « Tu es nerveux à l'idée de voir le docteur, demanda-t-elle. Un peu. L'appel d'hier m'inquiète. Je suis sûr que ce n'est qu'un suivi de routine, dit Carol. Mais Rob perçut une pointe d'excitation dans sa voix. Alors qu'il partait pour son rendez-vous,
Carole l'embrassa sur la joue avec une expression qui lui sembla définitive. « Je t'aime, Rob, quoi qu'il arrive. » Rob la regarda dans les yeux, des yeux qui lui avaient autrefois fait oublier sa méfiance et n'y voyait que de la froideur. « Je t'aime aussi, Carole. » Le trajet jusqu'au cabinet du docteur est permis à Rob de revoir son plan une dernière fois. Chaque élément était en place. Chaque éventualité était envisagée. Ce soir-là, soit il aurait gagné, soit il serait mort. Le docteur l'attendait avec une pile de dossiers médicaux qui n'avaient rien à voir avec son état actuel. « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » demanda-t-elle, comme un homme sur le point de découvrir s'il est à moitié aussi intelligent qu'il le croit. Le rendez-vous dura exactement 90 minutes. Assez longtemps pour que Carole s'inquiète. Assez court pour être crédible. Lorsque Rob en sortit, il paraissait pâle et secoué. Un homme qui venait de recevoir un diagnostic. Une nouvelle dévastatrice. Il a appelé Carole depuis le parking. « Je dois vous voir, vous et les enfants, ce soir. Tous ensemble. Il y a des choses dont je dois discuter. »« Rob, tu me fais peur. » Qu'a dit le docteur ? Pas au téléphone. « Peux-tu faire venir David et Emma avant 18h ? » Bien sûr, Rob. 18h Carole, c'est important. Rob a passé l'après-midi au bureau d'Harold Steinberg à finaliser des documents qui protégeraient l'avenir de ses enfants, quoi qu'il arrive. Harold était visiblement inquiet de l'état d'esprit de son client, mais il connaissait Rob depuis assez longtemps pour se fier à son jugement. « S'il m'arrive quelque chose, Rob lui a dit, assure-toi que l'inspecteur Ray Kowalski reçoive le colis que j'ai laissé dans ton coffre. » Rob, que diable se passe-t-il ? Justice. Harold. Justice tant attendue. À 17h30, Rob est rentré chez lui et a trouvé les voitures de ses deux enfants dans l'allée. David et Emma étaient dans le salon avec Carole, tous deux l'air inquiets et confus. « Papa, que se passe-t-il » demanda Emma. À 19 ans, elle avait l'esprit vif de son père et la beauté de sa mère. Mais contrairement à Carole, l'inquiétude d'Emma était sincère. « Asseyez-vous tous. J'ai des choses à vous dire. » Rob se plaça de manière à bien voir les visages de chacun. Cet après-midi, le docteur m'a donné des nouvelles de mon état. Les dommages à mon cœur sont plus importants que nous le pensions au départ. Carole se pencha en avant, son visage exprimant l'inquiétude d'une épouse. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que mon temps est compté. Peut-être des semaines, des mois, mais pas des années. Emma halta, et David prit la main de sa sœur. La réaction de Carole fut plus contrôlée. Une inspiration brusque, une main sur sa poitrine, tous les bons gestes d'une épouse dévastée. Il y a plus, continua Rob. J'ai réfléchi à l'avenir, à ce qui arrivera à l'entreprise, à vous tous. J'ai pris des décisions. Rob exposa son plan fictif de vendre Sullivan et associé à Derek Morrison afin d'utiliser l'argent pour assurer l'avenir de sa famille. Tout en parlant, il observait attentivement le visage de Carole. Elle essayait d'avoir l'air dévastée par ses nouvelles médicales, mais il percevait des éclairs de satisfaction, un triomphe à peine contenu. « Papa, il doit y avoir d'autres options, » dit David. « Peut-être que si tu prenais du recul par rapport aux opérations quotidiennes. » La décision est prise, fiston. Derek Morrison est le meilleur choix pour prendre la relève. Il a les ressources, les relations, l'expérience. Quand Carole a posé la question, Rob a remarqué la rapidité avec laquelle elle était passée du statut d'épouse dévastée à celui de veuve pragmatique. Demain, Derek et moi signerons les papiers à son bureau. Je veux régler ça tant que je le peux encore. Après le départ de David et Emma, tous deux émus et confus, Carole s'assit à côté de Rob sur le canapé, la main sur son bras. « Je sais que c'est difficile, dit-elle. Mais tu fais ce qu'il faut pour la famille. Vraiment ? Parfois, je me demande si je fais les bons choix, si je peux faire confiance aux gens qui m'entourent. » L'espace d'un instant, le masque de Carole tomba. « Que veux-tu dire ? » Rien. Je suis juste fatigué, effrayé. Toute cette histoire me fait tout remettre en question. Ce soir-là, Carole prépara son dîner préféré. Ou plutôt ce qui était son plat préféré avant qu'il n'apprenne qu'il était teinté de trahison. Elle était attentionnée et aimante, jouant le rôle d'une épouse dévouée prenant soin de son mari mourant. Vers 21h, Rob s'excusa pour aller se coucher tôt. Demain sera un grand jour. Je veux être reposé. Carole l'embrassa pour lui souhaiter bonne nuit,
et Rob sentit une bouffée de parfum coûteux, celui qu'elle portait pour les grandes occasions. De la fenêtre de sa chambre, Rob observait Carol dans le jardin, parlant avec animation au téléphone. Même de loin, son langage corporel était joyeux. Elle dansait presque en parlant. Et lorsque l'appel s'est terminé, elle s'est assise sur le banc du jardin et a applaudi comme une enfant qui vient de recevoir tout ce qu'elle voulait pour Noël. Vers minuit, Carol quitta la maison, pensant que Rob dormait. Elle était habillée avec soin, un pantalon noir et un pull confortable, des chaussures confortables, les cheveux tirés en arrière. On aurait dit quelqu'un qui se préparait pour le travail, pas un rendez-vous romantique. Rob était habillé, 5 minutes plus tard, dans son camion, il suivit Carol à travers les rues tranquilles jusqu'à la maison de Derek Morrison à Newton. Mais cette fois, il ne s'arrêta pas de l'autre côté de la rue. Au lieu de cela, il se gara dans l'allée de Dererick, juste derrière la BMW de Carol. Tommy attendait dans l'ombre, comme prévu. Ils sont dans le salon, murmura Tommy. Ça fait environ 20 minutes qu'on est là. Tu es sûr de ça, Rob? Je n'ai jamais été aussi sûr de rien de ma vie. Rob s'approcha de la porte d'entrée de Derek Morrison et sonna. L'expression choquée sur le visage de Derek lorsqu'il ouvrit valait presque tout ce que Rob avait enduré la semaine précédente. Derek était habillé décontracté, jean et polo, mais son visage était rouge d'excitation et d'alcool. Rob, qui es-tu? Comment m'as-tu invité à entrer? Derek, je pense qu'il est temps qu'on discute tous les trois. Le salon de Dererick était un témoignage de mauvais goût et de luxe. Tout en verre, chrome et œuvres d'art moderne semblaient avoir été choisis par un décorateur qui facturait à l'heure. Carol se tenait près de la cheminée, une coupe de champagne à la main, le visage figé dans une expression de terreur absolue. « Bonjour, Carol, dit Rob doucement. Ne sois pas si surpris. Tu ne me prenais quand même pas pour un idiot, si? Derek essayait de reprendre ses esprits. Rob, je peux t'expliquer. Oh, j'aimerais beaucoup entendre ton explication, mais d'abord, laisse-moi te dire ce que je pense de ce qui s'est passé. Je crois que ma tendre épouse te donne des informations sur mon entreprise depuis des mois. Je crois que tu prévoyais de reprendre Sullivan et Associés, probablement en attendant ma mort pour ensuite intervenir pour réconforter ma veuve endeuillée. C'est ridicule, n'est-ce pas? Parce que je dois dire, Derek, que ton timing est remarquable. Tu as proposé de m'aider dans mon entreprise quelques jours seulement après ma crise cardiaque. Tu sais exactement quel problème financier me forcerait à vendre. C'est presque comme si tu avais des informations privilégiées. Carol a enfin trouvé sa voie. Rob, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Je comprends que ma femme, avec qui j'étais marié depuis 23 ans, planifiait mon meurtre. Le mot flottait dans l'air comme une présence physique. Derek pâlit et la coupe de champagne de Carol lui glissa des mains, se brisant sur le sol en marbre. C'est insensé, dit Dererick. Carol ne le ferait jamais, n'est-ce pas? Dites-moi, Derek, qu'a-t-elle demandé au docteur et? Sur quels médicaments faisiez-vous des recherches? Quelles interactions alimentaires? Quels sont les moyens de déclencher une nouvelle crise cardiaque? Rob sortit son téléphone et passa un enregistrement. La voix de Carol, claire et reconnaissable entre toutes, parlant à Derek pour s'assurer que Rob ne rentre pas de son rendez-vous chez le médecin. Le truc, c'est que, continua Rob, je ne suis pas vraiment en train de mourir. Mon cœur va bien. Le docteur m'aidait à tendre un piège, et vous êtes tombé dedans. Dererick reculait vers la porte coulissante en verre qui menait à sa terrasse. Rob, tu dois comprendre. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Jusqu'où, Derek? Jusqu'où comptais-tu aller? Allais-tu glisser quelque chose dans ma nourriture, trafiquer mes médicaments, ou allais-tu simplement attendre que Carol fasse le sale boulot pendant que tu fournissais un alibi? On ne ferait de mal à personne, dit Carol avec désespoir. Rob, tu dois me croire. La seule chose que je crois, c'est que vous êtes tous les deux exactement ce que j'ai toujours soupçonné d'être. Égoïste, cupide et assez stupide pour croire que vous pourriez me surpasser. Rob s'approcha de la cheminée où se tenait Carol. Tu sais quelle est la vraie tragédie? Je t'ai aimé. Pendant 23 ans, j'ai ignoré chaque instinct qui me disait de ne faire confiance à personne parce que je te pensais différent. Rob, s'il te plaît. Mais tu n'es pas différent. Tu es juste un autre prédateur qui s'est installé confortablement et a perdu son calme. Tu as commencé à croire en tes propres performances.
Derrick avait atteint la porte coulissante et tâtonnait avec la serrure. « J'appelle la police. »« Bonne idée, » dit Rob. « Appelle-les. Parle-leur des enregistrements que j'ai de toi et Carol planifiant ma mort. Parle-leur des recherches financières que tu as effectuées sur mon entreprise. Parle-leur des polices d'assurance sur lesquelles Carol s'est renseignée. » Rob sortit une épaisse enveloppe en papier craft. « Ou mieux encore, laisse-moi les appeler. Je travaille avec l'inspecteur Ray Kowalski depuis une semaine. Il est très intéressé de vous parler à tous les deux. » La vérité frappa Derek et Carol simultanément. Ils s'étaient fait avoir dès le début. Chaque information qu'ils pensaient détenir, chaque avantage qu'ils croyaient posséder leur avait été soigneusement fourni par Rob. « Espèce de salaud » siffla Carol. Et pour la première fois, Rob vit la vraie femme sous le masque. « Espèce de salaud manipulateur. »« J'ai appris des meilleurs, » dit Rob. « 23 ans passés avec toi m'ont tout appris sur la tromperie. » Derek ouvrit enfin la porte coulissante et se rua sur la terrasse. Rob le laissa partir. Tommy attendait dehors, accompagné de l'inspecteur Kowalski et de 2 policiers en uniforme postés autour de la maison. Carol s'affala sur une chaise, le visage pâle et abattu. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant? Maintenant, tu découvres ce que ça fait de perdre tout ce qui compte pour toi. Exactement comme tu l'avais prévu pour moi. Rob s'approcha de la fenêtre et regarda Derek se faire arrêter dans le jardin, les mains menottées dans le dos, tandis que l'agent Kowalski lui lisait ses droits. Rob, dit doucement Carol, David et Emma, tout ira bien. Ils seront déçus par leur mère, mais tout ira bien. Toi, en revanche, tu vas découvrir que planifier un meurtre, même s'il n'a jamais eu lieu, reste un crime. Tandis que la police emmenait Carol hors de la maison de Derrick, menotté, Rob ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Une satisfaction totale. Pas exactement du bonheur, mais la profonde satisfaction d'un travail bien fait. Tommy apparut à côté de lui, regardant les voitures de police s'éloigner. « Et Morrison Développement ?» demanda Tommy. « Sans Derek, son entreprise fera faillite. »« Je sais. Je récupérerai ses contrats aux enchères le mois prochain. »« Et moi ? Que m'arrivera-t-il » Rob regarda son frère, l'homme qu'il avait trahi pour des dettes de jeu, qui avait vendu des secrets de famille à un ennemi. « Tu vas travailler pour rembourser ce que tu me dois. Chaque centime que Derrick t'a payé, plus les intérêts. Tu le feras honnêtement au salaire minimum. Et si jamais tu regardes à nouveau un jeu de cartes, je te détruirai. » Tommy hocha la tête d'un air misérable. « Je comprends. Non, Tommy, je ne pense pas que tu le penses, mais tu le feras. » Chapitre 7. Les conséquences. Les gros titres du Boston Globe étaient tout ce que Rob pouvait espérer. 1. Cadre du bâtiment et sa femme inculpés de complot pour meurtre. Une crise cardiaque mène à la découverte d'une trahison. Des rivaux commerciaux locaux accusés de complot. L'histoire avait tout ce que les médias adoraient, un homme d'affaires prospère, une femme infidèle, des intrigues d'entreprise et une tentative de meurtre. 3 jours après l'arrestation de Carol et de Derrick, Rob était assis dans son bureau, lisant l'article tout en sirotant un café qui avait bon goût pour la première fois depuis des mois. La maison paraissait différente sans la présence de Carol. Plus propre, comme si une présence toxique avait disparu. David et Emma avaient pris la nouvelle aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Emma avait pleuré pendant 1 heure, non pas pour sa mère, mais pour la perte de la famille qu'elle croyait avoir. David était simplement devenu silencieux et furieux, comme lorsqu'il digère quelque chose qui remettait en question sa vision du monde. « Papa » dit David en apparaissant dans l'embrasure de la porte du bureau. « L'inspecteur Kowalski est là. Il veut te parler de l'affaire. » Ray Kowalski était un homme trapu d'une 50aine d'années, au regard fatigué, qui avait trop vu les pires pulsions humaines. Il avait été patient avec l'approche non conventionnelle de Rob pour recueillir des preuves. En partie parce que l'enquête avait été minutieuse et légale, et en partie parce qu'il comprenait le désir de justice. « Comment vas-tu, Rob » demanda Ray en s'installant sur la chaise en face du bureau de Rob. « Tu es mieux que je ne l'ai été depuis des mois. Quelles sont les dernières nouvelles » Derek Morrison coopère pleinement. Apparemment, risquer une peine de 25 ans à perpétuité pour complot en vue de commettre un meurtre a le don de délier les langues. Rob se renversa dans son fauteuil. Que dit-il ? Que toute cette histoire était l'idée de Carol. D'après Derek,
elle l'a contacté il y a environ 6 mois avec des informations sur les projets de votre entreprise. Elle a dit que vous aviez des problèmes de santé et qu'elle s'inquiétait pour l'avenir financier de la famille. Et il l'a cru. Il voulait la croire. Morrison Développement est dans une situation pire que ce que nous pensions au départ. Il était à 3 mois de la faillite lorsque Carol l'a contacté. Les informations privilégiées de votre femme étaient la seule chose qui maintenait son entreprise à flot. Rob n'était pas surpris. Il soupçonnait que le succès de Derick n'était qu'un leurre bâti sur l'endettement et le désespoir plutôt que sur une réelle compétence. Et le plan de meurtre? Ressortit un petit carnet. D'après Derek, ce fut plus tard. Carol commença à poser des questions sur ce qui se passerait en cas de décès, les polices d'assurance, la succession d'entreprise, ce genre de choses. Elle donna l'impression que c'était une planification académique, comme si elle se montrait simplement responsable, mais ce n'était pas académique. Pas d'après les preuves que nous avons trouvées. Carol faisait des recherches sur les déclencheurs de crise cardiaque depuis des semaines. Elle avait téléchargé des articles sur les interactions médicamenteuses, les intolérances alimentaires, les facteurs de stress pouvant provoquer des crises cardiaques, et Derick admet lui avoir demandé comment rendre sa mort naturelle. Rob sentit une satisfaction glacée s'installer dans sa poitrine. Avait-il un plan précis? Ils allaient attendre la signature du contrat Morrison, puis augmenter progressivement votre niveau de stress tout en modifiant votre régime alimentaire et vos médicaments. L'idée était de déclencher une autre crise cardiaque qui ressemblerait à une conséquence naturelle de votre état actuel. Et ensuite, Carol hériterait de tout, y compris d'un partenariat commercial avec Derek. Tel était le plan. Derek rachèterait Sullivan et associé à votre veuve avec une réduction importante, puis les fusionnerait avec Morrison Développement. Carol bénéficierait d'un revenu garanti à vie et d'une relation privée avec Derek. Rob resta silencieux un instant, réfléchissant à la nature systématique de leur trahison. Quel genre d'accord Derick envisage-t-il? S'il témoigne contre Carol, le procureur pourrait réduire les accusations à conspiration et fraude. Il risque entre 10 et 15 ans de prison au lieu de la perpétuité. Et Carol? Le visage de Ray s'assombrit. Carol ne coopère pas. Elle prétend avoir été manipulée par Derek, qu'elle n'avait jamais eu l'intention de vous faire du mal. Son avocat insiste pour un accord de plaidoyer, mais les preuves sont accablantes. Quelles preuves? Les enregistrements que vous avez faits, pour commencer. De plus, nous avons retrouvé les recherches sur son ordinateur, ses relevés téléphoniques montrant des contacts avec Derek remontant à 8 mois, et des relevés financiers montrant qu'elle avait transféré de l'argent sur des comptes auxquels Derek n'avait pas accès. Rob haussa un sourcil. Quel genre d'argent? Apparemment, elle avait puisé dans les comptes du ménage pendant des mois, se constituant un pécule pour sa nouvelle vie. Nous avons découvert près de 200 000 $ sur un compte dont Derick ignorait l'existence. Carol avait donc prévu de trahir Derek elle aussi, une fois Rob mort et l'entreprise vendue. Rob ne pouvait qu'admirer sa rigueur, même s'il méprisait ses méthodes. Il y a autre chose, poursuivit Ri. Nous avons enquêté sur le passé de Derick et avons découvert des liens intéressants. Quel genre de relation? Tu te souviens que je t'ai dit que Derick posait des questions sur toi en ville. Il s'avère qu'il ne recueillait pas seulement des renseignements pour le rachat. Il prévoyait de t'éliminer comme concurrent depuis plus d'1 an. Ray a sorti un dossier. Derek Morrison cible systématiquement les entreprises de construction prospères de toute la Nouvelle-Angleterre. Il trouve une faiblesse, généralement des problèmes financiers ou familiaux, puis l'exploite pour forcer une vente ou une fusion. Combien d'entreprises? Au moins 6, que nous pouvons prouver. Son modèle économique reposait entièrement sur l'acquisition d'entreprises établies à des prix inférieurs au marché, puis sur l'absorption de leurs contrats et de leur liste de clients. Rob a senti que les pièces du puzzle s'emboîtaient, Carol n'était donc pas sa première source interne. Loin de là. Nous avons trouvé des preuves qu'il avait cultivé des relations avec des employés ou des membres de sa famille dans plusieurs autres entreprises. Habituellement, il ciblait quelqu'un ayant accès à des informations sensibles et à des problèmes financiers qu'il pouvait exploiter, comme les dettes de jeu de Tommy. Exactement. Derek Morrison était un prédateur, Rob. Il trouvait les faiblesses des gens et les exploitait. Ta femme était justement la plus grosse cible qu'il ait jamais ciblée. Après Ray. À gauche, Rob était assis seul dans son bureau, digérant tout ce qu'il avait appris. Carol n'avait pas seulement trahi leur mariage, elle avait trahi leurs enfants, leurs employés, tout ce qu'ils avaient construit ensemble.
Et elle l'avait fait avec une froideur calculatrice qui l'impressionnait autant qu'elle le dégoûtait. Ce soir-là, Emma vint le voir. Elle logeait dans sa résidence universitaire depuis son arrestation, essayant d'assimiler la réalité, sa mère était une meurtrière en puissance. « Papa, j'ai une question à te poser », dit-elle en s'installant sur la chaise que Ray avait libérée. « Tu savais quelque chose ? Avant la crise cardiaque, soupçonnais-tu maman de te tromper ?» Rob réfléchit attentivement à sa réponse. Emma avait 19 ans, assez âgée pour dire la vérité, mais assez jeune pour être affectée par une telle excès. « Je savais que quelque chose n'allait pas, dit-il finalement. Ta mère était différente depuis des mois, distante, secrète, mais je pensais que c'était juste du stress, peut-être une insatisfaction de la quarantaine. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle prévoyait de me tuer. » Emma resta silencieuse un instant. « Je repense à toutes les fois où elle t'a encouragé à travailler tard, à accepter plus de projets. Elle disait toujours que la famille avait besoin de toi pour réussir. Elle me préparait à une crise cardiaque. C'est dingue. Je savais que maman pouvait être froide parfois, mais cette Emma, tu dois comprendre quelque chose. Ce que ta mère a fait ne se reflète ni sur toi ni sur David. Vous êtes tous les deux de bonnes personnes qui ont eu un parent mauvais. Et David ? Il parle de ne plus se lancer dans le métier maintenant. » Rob fronça les sourcils. « Quoi ? Il dit qu'il ne peut plus se fier à son propre jugement. S'il ne voyait pas vraiment maman, comment peut-il se faire confiance pour prendre des décisions concernant l'entreprise ? Dis à David, je veux le voir demain. Il faut qu'on parle de l'avenir. » Ce soir-là, Rob arpenta la maison qui avait été son refuge pendant plus de 20 ans, la voyant sous un nouveau jour. Chaque pièce abritait des souvenirs de Carole. Certains réels, d'autres fabriqués pour lui. La cuisine où elle avait préparé des repas destinés à le tuer. La chambre où elle avait dormi à ses côtés tout en planifiant sa mort. Le jardin où elle avait passé ses appels téléphoniques secrets à Derek Morrison. Rob prit une décision. Demain, il entamerait les démarches pour vendre la maison. Trop de poison s'était infiltré dans les murs pour qu'il s'y sente à nouveau à l'aise. Son téléphone sonna juste avant minuit. L'afficheur affichait un numéro qu'il ne reconnaissait pas. « Monsieur Sullivan, voici Janet Pierce. Je suis la compagne de cellule de Carole à la prison du comté de Norfolk. » Rob faillit raccrocher, mais quelque chose dans la voix de la femme le fit hésiter. « Que voulez-vous ? Votre femme m'a demandé de vous appeler. Elle a quelque chose à vous dire. » « Je n'ai rien à dire à Carole. »« Monsieur, elle ne demande pas pardon et n'essaie pas de se sortir de là. Elle dit qu'il y a quelque chose que vous devez savoir sur votre frère. » Rob sentit la glace se former dans son estomac. « Et Tommy ? Elle dit que les dettes de jeu étaient fausses. Tommy n'avait pas de problème avec les bookmakers. Derek Morrison le payait pour saboter votre entreprise de l'intérieur. » La ligne téléphonique s'est éteinte. Rob pouvait entendre son propre cœur battre dans le silence. « Êtes-vous là, monsieur Sullivan ? » ?»« Je suis là. » Qu'a-t-elle dit d'autre ? Elle a dit que Tommy travaillait avec Derek depuis plus d'1 an. Les problèmes financiers de votre entreprise, les problèmes de permis, les problèmes avec les sous-traitants, Tommy était à l'origine de tout cela. Derek le payait pour créer des crises qui affaibliraient votre entreprise. Rob s'est assis lourdement. « Pourquoi me dit-elle ça maintenant ? Elle dit qu'elle en a assez de protéger ceux qui l'ont trahi. D'après Carole, lorsque Derek a été arrêté, il a immédiatement essayé de tout lui imputer. Elle veut que vous sachiez que Tommy était dans le coup depuis le début. » Après que la femme ait raccroché, Rob est resté assis dans l'obscurité. Dans son bureau, il repensait à tout ce qu'il pensait savoir de l'année écoulée. Les problèmes de permis qui avaient retardé le projet Harbor Point, les soucis électriques qui leur avaient coûté le contrat de Riverside, les litiges avec les sous-traitants qui les avaient contraints à un règlement à perte. Tommy avait été là pour tout, c'était lui qui avait découvert les problèmes, celui qui avait apporté à Rob de mauvaises nouvelles, projet après projet. Rob prit son téléphone et composa le numéro de Ray Kowalski. « Ri, c'est Rob Sullivan. J'ai besoin que tu rouvres l'enquête. Il y a plus que ce que nous pensions. » Chapitre 8. Sang et trahison. Le lendemain matin, une pluie froide s'abattit sur Rob, à l'image de son humeur, tandis qu'il se rendait à l'appartement de Tommy à South Boston. Son frère vivait dans le même quartier délabré où ils avaient grandi, dans un immeuble de 3 étages sans ascenseur qui sentait le chou bouilli et les rêves brisés. Rob avait appelé Tommy à l'avance,
prévenu qu'il passait pour discuter de son emploi du temps. Ce qu'il n'avait pas mentionné, c'était l'inspecteur Kowalski garé au coin de la rue ni l'enregistreur dans la poche de sa veste. Tommy a répondu à la porte dans un peignoir, comme s'il avait bu malgré l'heure précoce. Son visage était gonflé de sommeil et de culpabilité, et il ne pouvait pas vraiment rencontrer les yeux de Rob. Jésus, Rob, il est à peine 8 heures. Qu'est-ce qui est si important qu'il ne pouvait pas attendre? Nous devons parler de Derek Morrison. Tommy est allé très immobile. Et lui? Sur combien de temps vous travaillez vraiment pour lui? Rob a poussé son frère dans le petit salon. L'appartement était un monument au potentiel gaspillé. Des bouteilles de bière vides, des factures non rémunérées disséminées sur une table basse, une télévision qui valait probablement plus que tout ce que Tommy possédait. Je ne sais pas de quoi vous parlez, a déclaré Tommy, mais sa voix manquait de conviction. Rob a sorti son téléphone et a joué l'enregistrement que Carol avait fait de l'une de ses conversations avec Derek. La voix de Tommy était clairement audible, discutant des problèmes de permis du projet Arbor. Et comment les aggraver. C'est d'il y a 6 mois. Tommy. 6 mois avant que Derek Morrison ne vous approchait de vous chez Casebar, Tommy s'est effondré dans un fauteuil Threadbare, regardant soudain chacune de ses 54 ans. Rob, tu ne comprends pas. Je comprends que mon propre frère sabote mon entreprise depuis plus d'1 an. Je comprends que chaque problème que nous avons eu, chaque revers, chaque crise, vous étiez derrière tout cela. Ce n'était pas censé aller aussi loin. Au début, Dererick voulait juste des informations. Petit truc, chronologie du projet, montant d'offres, liste de clients et vous le lui avez.